ce qui est autorisé, puisqu'on est, on est là aujourd'hui pour vous donner des outils pour aborder ces discussions, c'est de négocier un protocole d'accord, puisqu'on va vous parler de remettre en cause les congés supplémentaires dont bénéficient les agents. Ben, ce sur quoi il faut au minimum se battre, hein, parce qu'aujourd'hui, en fait, moi, l'avis que je vous formule, c'est un peu un combat perdu d'avance que de dire on doit garder les congés volants. Je pense que... Alors, il y a certaines collectivités qui essayent, il faudra qu'ils nous fassent part de leurs expériences. Il y en a qui trouveraient des biais pour contourner le machin, mais je ne les connais pas encore. Par contre, si on est dans une collectivité qui est bien décidée à supprimer des jours de congé, ce sur quoi il faut se battre, à mon avis, c'est la revalorisation des primes au prorata des jours de congé que vous allez rendre. Donc ça, à mon avis, c'est une ligne qu'il faut que vous donniez. On ne peut pas accepter de travailler plus, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas comment vous en discutez entre vous, mais ok, la loi vous impose à passer, vous devez rendre 5 jours de congé, les 5 jours, il doit y avoir quelque chose. Et pour information, je ne sais pas si tout le monde les connaît, il y a des barèmes qui sont prévus au niveau du compte épargne-temps, en catégorie A, catégorie B, catégorie C, et ça, à mon avis, c'est la base minimale de discussion. Si dans le cas du compte épargne-temps, on considère qu'une journée de congé de catégorie C vaut, je ne sais plus, 90, 100 euros, ben, il faut dire, il faut que si on rentre 85 jours de congé, il nous faut 450 euros de revalorisation de régime militaire. Ça, si vous pouvez avoir plus, tant mieux, mais voilà. Donc, ça, moi, je vous suggère de profiter de cette remise à plat des 35 heures pour négocier une revalorisation du régime militaire. La collectivité est censée faire des économies parce qu'elle va vous faire plus travailler, ben, il faut qu'il y ait une partie qui revienne aux agents. Ensuite, il y a un point quand même qui est très important qu'il ne faut pas perdre de vue, et ça nous a été répété à plusieurs reprises, c'est que l'article 2 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001, qui est relatif à l'application du temps de travail des 35, de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, reste applicable. C'est-à-dire que la collectivité peut, mais encore une fois, elle peut, mais il n'y a pas marqué droit, elle peut déroger aux 35 heures pour tout un tas de missions, d'emploi. Qu'il s'agit de missions liées à la définition des cycles de travail, notamment le travail de nuit, le dimanche, travail d'horaire décalé, travail d'équipe, modulation importante du cycle de travail, ou travaux terribles et dangereux. Donc quand vous lisez la phrase, pour tenir compte des suggestions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, je dirais que derrière cette phrase, on peut y mettre beaucoup de choses. D'accord ? Et ça, je dirais, ça doit faire aussi partie de la négociation. Et c'est là où il faut arriver à convaincre les collègues. C'est pas un combat perdu d'avance. Si vous êtes mobilisés et si on est tous d'accord sur ce qu'on veut obtenir, ben, il y a moyen, mais encore faut-il convaincre les collègues qu'il faut lutter contre le défaitisme et lutter contre la résignation, quoi. Voilà. La disposition réglementaire, elle existe. Elle donne la possibilité à la collectivité qui le voudra de déroger aux 35 heures pour tout un tas de métiers. Moi, je prétends et je défends que, par exemple, des métiers en relation avec les enfants, l'accueil périscolaire, les ATSEM, etc., ils doivent bénéficier d'un régime dérogatoire aux 35 heures. Leur mission justifie que ça soit le cas. On peut prendre aussi l'exemple des personnes qui sont sur des horaires décalés, la collecte des déchets, bien sûr, l'accueil des déchetteries. Enfin, si vous y réfléchissez, il y a quand même tout un tas de missions qui peuvent justifier de déroger aux 35 heures pour ces emplois-là. Alors, la difficulté à laquelle vous serez confrontés, c'est comment faire coexister dans une même collectivité des personnes qui auront des régimes dérogatoires et d'autres qui seront entre guillemets 35 heures. Moi, la piste de travail que je vous suggère, c'est de dire il y en a certains qui garderont des jours de congé, d'autres qui auront le régime supplémentaire en plus parce qu'on leur va faire perdre des jours. Et aussi, un axe à ne pas perdre de vue, à mon avis, c'est élargir et assouplir les conditions de recours au temps partiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les temps partiels, il y a ceux qui sont donnés sur autorisation, sur droit, pardon, et puis il y a tous ceux qui sont donnés sur autorisation. Or, un temps partiel à 80%, il est payé encore aujourd'hui, ça ne change en tête, 86, et un temps partiel 90, il est payé 91. Donc je dirais, si on demande à quelqu'un de renoncer à 10 jours de congé, mais qu'en contrepartie on lui accorde un temps, partiel, avec une revalorisation de sa prime, peut-être qu'en perdant un peu de pouvoir d'achat, il peut garder
Et, alors la retraite, on ne sait pas où on va avoir. Donc il peut peut-être garder le même nombre de jours de congé. Ça, ce sont des pistes de discussion que je vous donne. Qu'est-ce qu'il y a marqué d'autre? Donc c'est ça, voilà. Donc sur cette question du temps de travail, là aussi, moi je crois que c'est quand même ce qui fait que le boulot de représentant du personnel peut être intéressant. Il y a matière à être force de proposition pour ne pas subir la refonte du temps de travail. Et voilà, il faut, à mon avis, il faut qu'au sein de vos syndicats, vous réfléchissiez à comment vous envisagez ça et à faire en sorte que les agents ne soient pas perdants sur tout un coup. C'est le grand jeu. Alors, dernier point que je voulais vous présenter, et qui malheureusement, je ne sais pas, on verra, pourrait se développer, parce que je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive d'avoir beaucoup de collègues qui s'interrogent sur leur avenir dans la fonction publique, c'est la notion de rupture conventionnelle. Donc ça, c'est une nouveauté qui est introduite aussi par la loi, c'est la possibilité, comme dans le secteur privé, pour un agent public, de négocier avec son employeur une rupture conventionnelle qui concrètement veut dire cessation, radiation des cadres, bénéfice de comment dire, perdre le bénéfice de son statut de fonctionnaire. Voilà. Donc c'est une disposition qui va rapidement entrer en ligne de compte puisqu'on est en train d'examiner le décret d'application. C'est une disposition qui est prévue pour une durée expérimentale de 5 ans, donc 2020 à 2025. Et donc, il y aura prochainement un décret qui va préciser les modalités de fonctionnement. Elle peut se faire à l'initiative de l'agent. L'agent peut demander à sa collectivité une rupture conventionnelle. Donc là, il y a trois diapos sur le texte, hein. C'est l'article 72 de la loi. Donc ça aussi, c'est une disposition qui est une disposition propre à la loi, hein, qui ne vient pas modifier quelque chose d'existant. C'est une disposition nouvelle. Alors, un élément aussi important, je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est que dorénavant, et là aussi il y a un décret qui est en train de parler de ça, un fonctionnaire qui lui bénéficierait d'une rupture conventionnelle bénéficiera de l'allocation de retour à l'emploi. Donc, voilà, pas dans le cadre d'une émission, mais dans le cadre d'une rupture conventionnelle, il rentrera dans les critères comme dans le privé en fait. Donc, il pourra bénéficier des droits aux allocations chômage. Et donc, ce qui est aussi prévu dans le cadre de la rupture conventionnelle, c'est l'attribution d'une indemnité spécifique d'un montant minimum qui sera fixé par décret qui n'est pas encore paru. Et donc, par contre, un fonctionnaire donc, qui demande une rupture conventionnelle perd les avantages liés à son concours à sa nomination. Et autre chose, c'est qu'un fonctionnaire qui négocierait une rupture conventionnelle ne pourra pas être réembauché par la collectivité. Enfin, si, pardon, il peut être réembauché dans la collectivité qu'il a éventuellement avec laquelle il a eu une rupture conventionnelle, mais par contre, il devra rembourser les indemnités qu'il aura perçues. Donc, ça, c'est ce qui est obligatoire. Ce qui est autorisé. Donc, cette rupture conventionnelle, elle pourra être soit à l'initiative de l'agent, soit à l'initiative de la collectivité. Donc une collectivité pourrait proposer à quelqu'un, tu n'as pas pensé, tu connais le dispositif, tu pourrais... voilà. Ce qui est aussi possible et autorisé, c'est de négocier une indemnité dont le montant serait supérieur au montant minimum. Puisqu'en fait la loi va fixer une indemnité minimale. Alors le plafond, il n'est pas encore prévu. Pour le moment, à ma connaissance, on parle que d'indemnité dans le montant minimal fixé par décret. Je crois savoir qu'effectivement à l'État il y aura un montant maxi prévu et je ne sais pas encore là-dessus, je n'ai pas encore la réponse précise puisqu'ils n'ont pas encore présenté les montants minimums. Ce qui est aussi autorisé, c'est de se faire accompagner par un conseiller de son choix. Donc ça c'est quelque chose qu'on essaye de rajouter dans le décret d'application, c'est de faire bien comprendre aux personnes que s'engager dans une rupture conventionnelle, ils ont tout intérêt à se faire accompagner, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est parce que c'est quand même quelque chose, c'est une décision qui est lourde de conséquences, donc il faut bien qu'ils s'assurent. En fait, le risque, c'est quoi? C'est que les personnes, sur le coup de tête, un peu s'engagent dans ce dispositif et se rendent compte au bout de quelques mois qu'ils ont fait une connerie. Donc, il y a un protocole qui est prévu dans le cadre d'une rupture conventionnelle qui définit, par exemple, le délai à partir de quand on est fait, comment on va solder les congés, comment...
Enfin, il y a tout un tas de choses. On pourrait par exemple imaginer quelqu'un qui dit moi je suis d'accord de m'engager dans la rupture conventionnelle, mais avant ça, je veux vérifier telle et telle formation. Je veux pouvoir faire ça et ça. Donc ça peut faire partie du protocole, ça peut être négocié. Voilà, donc je veux utiliser tous mes droits au DIF, au code personnel de formation. Donc il y a tout un tas de choses auxquelles la personne, si elle est toute seule, il ne pensera pas forcément. Il a intérêt d'avoir un conseiller de son choix qui l'accompagne dans cette démarche-là. Devenir un conseiller du salarié, on fait en sorte qu'on doit priver. C'est le sens. Donc, non mais on peut ne pas être d'accord avec le dispositif, en tout cas il va exister, et en tout cas il faut être conscient qu'il y a certains collègues qui l'attendent quand même. Il y a des collègues qui attendent ce dispositif. C'est une réalité. Hein. Ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, ça reste une réalité. Ce qui sera aussi autorisé, et ça c'est assez rigolo, c'est de se faire réembaucher comme contractuel par une autre équipe. Donc les types qui ont certaines compétences, qui sont un peu contraints aujourd'hui par le cadre, parce qu'ils sont fonctionnaires, qu'ils ont droit à tel salaire qui est relatif à leur grade et à tel régime indemnitaire. Si le type sait qu'il a une chance, je veux dire, mettez-vous à la place, par exemple, un informaticien qui sait qu'il n'a pas de mal pour trouver du boulot, il sait qu'il doit se barrer, qu'il doit récupérer, il a tout intérêt à négocier la rupture conventionnelle avant de se barrer, à récupérer les rôles de la rupture conventionnelle et ensuite à se faire embaucher. Je croyais que la recherche c'était radiation des cadres. Ah, mais ça n'empêche, une fois qu'il y a radié des cadres, rien ne t'empêche, c'est ce que je dis. C'est t'autoriser de retravailler dans une autre collectivité en tant que contractuel. Ah oui, et puis à côté de ça, tu as tout le dispositif des contrats. Ou dans le privé. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Oui, mais. Non, mais nous on a mis la prime de départ volontaire en place. On pensait que ça allait créer un appel phénoménal. Avec 2 ans de salaire, c'est pas rien, je pense pas qu'il y aura 2 ans de salaire pour une rupture conventionnelle. C'est dérisoire, sur 8000 personnes, on a une trentaine. Oui, mais est-ce qu'ils avaient droit au chômage? 6 mois après, tu as le droit. C'est-à-dire, tu avais 6 mois sans salaire? Ah oui, tu as le droit au chômage. Voilà, faut pas. D'ailleurs, ça coûte cher parce que c'est la collectivité qui paye. Alors que là, non, ça rend un régime général. En fait. Ouais. Ça n'a pas créé l'appel d'air qu'on pensait. Les gens le disent, le faire, c'est autre chose. Oui, mais je pense que c'est pas la même chose de quitter la place dans un conseil régional où il y a quand même un certain nombre d'avantages, etc., que de quitter la place dans une petite commune où tu es payé au lance-pierre, où ça se passe pas bien avec les autres, c'est pas tout à fait le même contexte. Moi, je crois qu'au conseil régional, il y en a certains qui doivent quand ils font la balance, ils disent bon, finalement, je suis payé, etc. Voilà. Et je pense que dans beaucoup de petites collectivités, on a des gens qui sont en souffrance et je pense qu'ils vont sauter là-dessus. Donc ce qui est aussi autorisé, ça reste quand même la possibilité pour quelqu'un qui a demandé la rupture conventionnelle de repasser pour la fonction publique et de se faire embaucher. Et donc dans ce cadre-là, ce qui sera autorisé, c'est de faire comptabiliser ses années de service dans le cadre de l'éventuelle rémunération. Donc voilà. Ce qui est interdit, alors, ce qui est interdit, c'est la rupture conventionnelle pour un agent stagiaire, fonctionnaire stagiaire, et pour un agent qui aurait l'âge de départ. Donc, moi, j'ai terminé mon focus sur les 6 mesures emblématiques dont je voulais vous parler. Alors, moi, j'ai 3 questions. 3 seulement, pour l'instant. Quand tu dis que pour recruter un fonctionnaire ou un contractuel, il faudra être vigilant sur la procédure, qu'est-ce que tu entends par être vigilant? Parce que quand un fonctionnaire est recruté, on n'a aucun moyen de contrôle de savoir si la procédure a été respectée. Donc on ne pourra pas avoir davantage de moyens sur un contractuel. Ça c'est ma première question, je ne te demande pas de répondre. Ensuite, sur les temps non complets, sur la perte des 10%, effectivement tu dis que une collectivité qui veut se débarrasser d'un ou plusieurs agents peut diminuer son temps de travail de 10% jusqu'à ce qu'il s'en aille. Voilà. Ça c'est bien vu, mais est-ce qu'il pourra rembaucher par derrière? Oui. D'accord, et sur quel temps de travail? Ah, mais la liberté de créer des postes à temps complet ou à temps non complet est totale. Donc c'est là où on pourra éventuellement démontrer, mais ça nécessitera des recours, enfin vous imaginez le dispositif. Quoi. Une fois que le type est parti, s'il recrée un poste à temps complet, pour dire ah oui mais on ne trouve plus personne sur un poste à temps complet, donc on va recréer un poste à temps complet pour embaucher les personnes qu'on voulait, enfin bref. Ou alors ils auraient pu doubler par un contrat de mission,
te fera en contradiction maintenant. Enfin, bref, toutes les choses sont possibles. Plutôt que ce soit nous qui soyons à surveiller ce genre de choses, il faudrait peut-être, puisqu'ils disent qu'il n'y a aucun danger, il n'y a aucun danger non plus à écrire dans la loi que les gens qui abusent ne pourront pas refuser par derrière. Ça peut être un argument. Hein. Et ensuite, sur la dérogation des 1607 heures, tu dis que la dérogation a été supprimée par la loi et tu nous as mis des dates d'entrée en vigueur. Or, c'est une négociation. Ils peuvent y revenir dessus n'importe quand. Oui, c'est la date butoir en fait. C'est la date butoir pour redélibérer sur le sujet. Donc, je réponds à la première question quand même parce que après je vais avoir du mal. Donc, juste sur la première question, la question de la vigilance. La vigilance, moi, la vigilance sur laquelle je vous invite à être concentré, c'est sur les délibérations qui créent les postes. En fait, les délibérations sont des documents publics. Et c'est là-dessus qu'à mon avis, il faut vraiment être très vigilant chaque fois qu'il y a des délibérations qui portent sur une création de poste. Et effectivement, sur le processus de recrutement d'un fonctionnaire, on n'a pas accès à grand chose, il y a certains documents qui pourraient être demandés, du style le niveau de diplôme de la personne, etc. Bon, on pourrait rentrer dans des processus de ce type, mais là, ce sur quoi je vous appelle à être vigilant, c'est lorsqu'un poste à temps non complet serait créé, de vérifier qu'on n'a pas moyen de démontrer que ce poste chargé de projet d'opération, que ce poste ne vienne pas substituer un poste à un emploi permanent. Voilà. Et pour le faire, il faut s'en tenir à la délibération. Et la troisième question, dans le régime dérogatoire, c'est la date butoir. Une petite observation sur ce qui a été dit concernant le régime des ordonnances. Alors les ordonnances, elles sont prises dans l'application de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958. C'est très important parce que les projets d'ordonnance ils sont pris sur une loi d'habilitation donnée au gouvernement de rentrer dans le domaine législatif. C'est dérogatoire. Maintenant, on appelle ça des décrets de loi, pas des ordonnances. Premièrement, ce qui a été dit, ces ordonnances, ces projets d'ordonnance, d'ailleurs, tous les conseils pourraient être appelés à donner un avis. Oui, c'est ça. Sur le contenu. Ces projets d'ordonnance retournent en Conseil des ministres, sont approuvés, etc. Et sont présentés au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour être ratifiés. Jusqu'à leur ratification, ces ordonnances ont valeur réglementaire. Elles n'ont pas valeur de loi. Ça, c'est très important. Donc, tant qu'il n'y a pas de loi de ratification, ça relève du domaine réglementaire et on peut déférer les ordonnances devant le Conseil d'État. Il y a de la jurisprudence là-dessus, etc. Donc, c'est très intéressant. Quand ça revient devant le Parlement, il y a possibilité d'amendement. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Alors très souvent, c'est refusé, bien sûr, mais en droit, c'est tout à fait possible. Donc peut-être que là, il faudrait être vigilant pour essayer de voir comment, si les textes peuvent être parfaits entre-temps. Donc c'est intéressant de comprendre comment est régie cette matière-là, parce qu'il y a encore des leviers d'action. Alors, par contre, je ne peux pas assurer que les projets passeront devant le Conseil commun de la fonction publique. Mais si c'est le cas, profitez-en. C'est l'engagement qui a été pris en tout cas. Alors, juste pour compléter, merci pour toutes ces précisions. Moi je précise, je ne suis pas juriste. Hein. D'accord, mais c'est très bien que tu aies apporté cette précision, je te remercie. Ce que je veux dire, c'est qu'il a été pris l'engagement que les projets d'ordonnance soient présentés dans les conseils concernés. Il y a des groupes de travail qui sont convoqués, comme je l'ai dit, je crois, pour discuter des sujets, des thématiques. Et après, même pour vous dire, on a obtenu qu'au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, on nous soit présenté les projets de décret qui concernent la plupart du temps aussi les territoriaux, même s'ils ne doivent pas recueillir l'avis. Voilà, donc l'accès à l'information, on l'a, c'est pas le problème. Le problème, malheureusement, c'est que dans les amendements qu'on peut être amené à porter, il y a quasiment zéro écoute. Voilà. Je crois que tout le monde a compris qu'on va sur une atteinte très agressive sur le statut, particulièrement pour les nouveaux, mais également pour ceux qui sont en poste encore, et sur le droit de grève. Moi, je vais plus loin que vous sur le fait qu'il y a un impact qui est relativement limité. Non, il est très lourd sur plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'on a déjà souvent des difficultés à mobiliser en l'état actuel sur les grèves. Demain, avec le dispositif qui est mis en place,
au-delà du fait qu'il y a 6 secteurs nouveaux, et non des moindres, qui sont impactés par le service minimum, le risque est grand, au-delà de ce que vous avez présenté, qu'il y ait des ordres de réquisition qui soient donnés pour garantir le service minimum. Certes, il peut y avoir le protocole qui sera compliqué à négocier, mais le risque, c'est qu'il y ait des services minimums partout qui se mettent en place avec des ordres de réquisition. Ce qui fait qu'avec des ordres de réquisition, vous n'avez pas de grande possibilité d'échapper au fait d'être obligé de venir travailler pour assurer les services minimums. Donc, je crois qu'effectivement, le texte est voté. La manière d'arriver à contrer sur le terrain, vous en avez donné un certain nombre d'exemples, mais je crois qu'il faut qu'on ait aussi une formation dans chacune un minima de nos UR. Certes, il y a les CDG et le CNFPT qui font des formations, mais je pense qu'on a besoin de vulgariser ce que tu as présenté déjà. Voilà, et donc, parce que je n'ai pas la certitude aujourd'hui que, y compris au niveau de l'ensemble de nos adhérents, ils aient conscience des conséquences qu'il va y avoir sur le statut et sur le droit de grève. Donc il y a une formation à mettre en place sous l'égide des UR avec la vulgarisation de ce que vous avez présenté. Oui, sur la question de la réquisition, moi simplement ce que je peux dire, c'est que le texte n'apporte pas de nouveauté, c'est-à-dire que la réquisition, elle était déjà possible dans l'état actuel de la réglementation, elle ne peut être donnée que par le préfet, à ma connaissance. Donc certes, c'est un outil à disposition de l'élu. Après, moi, je n'en connais pas les mécanismes juridiques, mais à ma connaissance, c'est sur la décision du préfet. Donc je ne mesure pas aujourd'hui la portée de l'instauration du service minimum. Est-ce que ça veut dire que sur une journée de grève programmée, on peut réquisitionner dès le premier jour? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Effectivement, ça sera peut-être la manière qu'ils auront de l'appliquer. Ça, là-dessus, je ne peux pas dire plus. Comment, en fait, quelles sont les règles qui nous permettent de faire valoir la validité de l'accord? Est-ce que par exemple le fait qu'on soit deuxième syndicat et qu'on représente 31%, on a eu 31% de résultats au comité technique nous suffit pour faire valoir l'accord, alors que la CGT a obtenu 57%? Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne les délibérations. Nous, par exemple, au conseil départemental, on n'a pas de délibération qui fixe le nombre des fonctions exigeant la nécessité de service. Et pourquoi on l'évoque? Parce que quand souvent on invite des collègues à participer aux réunions de formation lorsqu'on envoie des autorisations spéciales d'absence, le responsable hiérarchique mentionne juste refus pour nécessité de service, sans argumenter. Et ça fait pratiquement, on en est à la 5e année, on n'arrive pas à obtenir des réponses sur finalement sur quels critères on peut opposer à un agent une nécessité de service. Donc ça c'est hyper important et nous ça nous a beaucoup porté préjudice. Et la troisième, dans notre collectivité, très souvent l'administration nous oppose le fait que quand bien même les décrets sont publiés, il n'en demeure pas moins que notre collectivité n'ayant pas délibéré, en s'appuyant de la notion de libre administration, elle n'applique pas le décret. Et ça, ce qui m'impressionne, je tiens quand même à le dire et je veux vraiment témoigner, c'est que très souvent ils nous l'évoquent en comité technique, en présence des autres OS, donc nous on dit que c'est pas possible, que quand un décret est publié, il doit être effectif. Donc on est quand même confronté à un silence de notre administration et à une non-mise en œuvre des décrets applicables. Première question, la question des accords. Donc, la question des accords, aujourd'hui, il n'y a aucune règle qui définit la validité d'un accord dans la fonction publique territoriale. Donc il y a un projet d'ordonnance qui devrait justement venir préciser ce que tu évoques, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un accord ou autre soit valable ou pas. Pour le moment, il n'y a rien qui existe. Donc quand je parle d'accord, en fait, on ne s'est peut-être pas forcément bien compris. En fait, ce que dit la loi, c'est que la collectivité va pouvoir délibérer. Donc l'idée de l'accord, en fait, c'est de négocier avec la collectivité ce qu'elle va mettre dans sa délibération, de façon à ce que, par exemple, vous vous abstenez, vous donniez un avis favorable au projet de la collectivité, sachant que la collectivité, quelle que soit l'avis, elle peut faire ce qu'elle veut. La seule obligation qu'elle a, c'est de vous le présenter et d'en discuter. Donc en fait, il n'y a pas réellement un accord à conclure, c'est peut-être pas forcément le bon terme. Alors il y a des endroits où ça se concrétisera par un accord signé, parce qu'effectivement, il y aura la majorité qui sera d'accord. Mais aujourd'hui, si vous voulez, c'est plutôt de peser dans le projet de la collectivité, de façon à ce qu'il soit contenu dans le projet, ça requiert à minima votre abstention, et si possible,
votre assentiment. Donc ça, c'était la question sur les accords. Donc les nécessités, je laisse répondre Michel, je vais répondre à la troisième question qui était, ah oui, que faire quand une collectivité n'applique pas des dispositions réglementaires? Donc un décret, c'est ce qu'on appelle des dispositions réglementaires. Donc là, malheureusement, aujourd'hui, les choses qui sont à votre, les outils qui sont à votre service ne sont pas très nombreux. Ils sont d'abord celui de saisir le préfet, le contrôle de légalité de la préfecture pour d'abord d'écrire, en fait, moi je suis dans votre situation, j'écrirai à la collectivité en lui demandant d'appliquer la disposition réglementaire qui est prévue. Selon la réponse ou l'absence de réponse, je transmettrai à la préfecture en indiquant, je vous demande de bien vouloir rappeler la collectivité d'appliquer la réglementation, et ensuite de provoquer une décision éventuellement de la réglementation, parce que souvent il s'agit de décisions individuelles, c'est-à-dire on n'accorde pas quelque chose auquel il a droit, donc que la personne ensuite fasse une démarche de demande de ce qu'elle a droit, et au refus qui lui sera opposé ou à l'absence de réponse, d'engager un recours administratif auprès du tribunal. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on a à notre disposition. Michel, sur la partie nécessité de service. Je me répète, la nécessité de service est une règle qui est opposée par l'administration pour refuser en général un congé qu'on retrouve souvent, notamment pour les autorisations d'absence syndicale, mais également, par exemple, pour des gens qui demandent un congé tout simplement annuel et on leur dit non, on ne peut pas vous autoriser ce congé annuel pour des questions de nécessité de service. Alors, qu'est-ce que la nécessité de service? Il n'y a pas de définition légale et réglementaire de la nécessité de service. Il y a des arrêts qui ont été rendus par-ci, par-là, par la jurisprudence administrative. C'est pas très clair. Ce qui est certain, si on devait l'illustrer, je pourrais dire plutôt que la jurisprudence se calme sur les situations de fait qui sont, comment dire, exprimées par les contentieux. Donc, exemple, vous êtes dans un service où il y a 10 personnes. Vous avez 7 agents qui sont malades. Il n'en reste plus que 3, et parmi les 3 agents, vous avez un agent qui souhaite s'absenter pour des raisons syndicales et partir en autorisation d'absence. Ça, c'est le cas type où l'administration peut refuser à l'agent le droit de s'absenter pour nécessité de service. Pourquoi? Parce que sur les 10 agents, vous en avez 7 de malades. 7 de malades, ça veut dire que l'administration n'est pas responsable de la situation. Il y a une cause extérieure qui fait que le service est perturbé. Or, le service ne peut pas fonctionner avec 3 agents, enfin avec moins de 3 agents. Donc c'est une raison pour refuser à l'agent le droit de s'absenter pour des raisons syndicales, ou même pour partir en vacances, ou même pour toute autre raison. Le service, ce qu'on appelle le concept de continuité de service, c'est un principe constitutionnel. Donc comme c'est un principe constitutionnel qui permet à l'administration plein de choses. En fait, on peut, à ce titre-là, empêcher les agents en fait, de faire valoir leurs droits. Alors je donne cette illustration parce que ça c'est le cas type qui est accepté par la jurisprudence administrative. Maintenant, si les agents sont 4 et que tout le monde est là et qu'il y en a un qui demande une autorisation d'absence et qu'on vous oppose de la nécessité de service, là ça ne tient pas la route. D'accord? C'est il faut que l'administration s'appuie sur des circonstances exceptionnelles, étrangères à son mode d'organisation, qui justifient que l'on peut refuser son droit. Donc retenez ça, vous voyez, je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est globalement l'esprit de la jurisprudence administrative, c'est ça, et il faut l'avoir en tête. Mais il n'y a pas de définition juridique. Ouais, je voudrais rajouter quelque chose, Michel, si tu permets. C'est qu'en fait, dans le cadre d'un recours abusif à cette notion de nécessité de service qui est avérée, moi ce que je vous invite à faire d'abord, c'est de demander à l'administration les motifs précis, c'est-à-dire quelles sont les circonstances qui justifient la nécessité de service, et de vous tenir un registre des différents refus pour éventuellement pouvoir prouver qu'en fait les refus sont systématiquement pour la même personne. Et ensuite, une fois que vous avez constitué votre dossier en accumulant les refus, là il faut saisir le défenseur des droits pour éventuellement tenter de lui démontrer qu'il y a une forme de recours abusif à cette notion. Mais je pense que si déjà vous arrivez à exiger systématiquement des explications, et là je crois que tu me reparles si c'est faux, mais je crois que l'administration ne peut pas se contenter du simple mot nécessité de service. Elle doit aussi définir, c'est une nécessité de service, pas motiver. Voilà. Donc le simple fait de récupérer ces services, ça ne suffit pas. Donc il faut demander.